Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Jamais trop d'art. Il n'est jamais trop tard pour parler d'art et nous avons le grand plaisir et l'honneur de recevoir un homme d'exception, un homme remarquable, une figure emblématique de l'art martiniquais contemporain, un céramiste d'exception qui a dépassé les frontières. Son parcours fait de lui un artiste respecté et admiré, tant sur le plan local qu'à l'international. Vous l'avez deviné, il s'agit de Victor Anisset. Victor, bonjour. Bonjour, bonjour Claire. Merci et bienvenue sur notre émission. Merci de ce moment de partage que vous nous consacrez. Votre histoire et votre parcours sont tellement riches, tellement remplis d'anecdotes qu'il faudra qu'on choisisse les bons moments à raconter. On peut dire que vous avez reçu plusieurs distinctions pour votre travail exceptionnel. Vous êtes notamment récipiendaire de la médaille d'or d'art des sciences et des lettres. Vous êtes officier des palmes académiques aussi. Vous avez participé à de très nombreuses expositions individuelles et collectives. La dernière en date est celle que vous avez faite en Corée du Sud et actuellement vous êtes exposé au musée Pompidou à Metz. Ouais. Vous êtes aussi représenté à Paris par une grande galerie spécialisée dans la céramique et la photo et ouverte beaucoup pour les collectionneurs. Alors, en quoi vous avez largement dépassé nos frontières et en quoi cette visibilité internationale est importante pour vous? Quelle valeur y accordez-vous? Je crois parce que ce sont mes pères. Et il faut aussi signaler que je suis un céramiste. Un céramiste, il faut faire la différence entre le céramiste et celui qui englobe toute l'industrie de l'argile. Je ne suis pas un potier, je n'ai rien contre les potiers, et je suis un très mauvais potier. Mais en céramique, ça englobe tout. Et donc, Oui, c'est quand important de faire cette définition. moi, je pense qu'il faut toujours être pédagogue, quoi. Il faut Oui. expliquer. Donc, il y a ces deux différences. Et quand vous êtes membre de l'Académie internationale de céramique, vous vous retrouvez tous les 2 ans avec 700 membres cooptés. Cooptés, c'est très important. Et représentant 60 pays. Vous avez 60 pays qui sont représentés. Et vous vous retrouvez parmi ces gens de tout, presque le monde est là. Et donc, quand on vous dit qu'en Corée du Sud, que on va acheter une de vos œuvres qui va rester en Corée à Icheon, vous comprenez, c'est toute la Martinique qui est exposée à Icheon en Corée du Sud. Et quand on sait que la Corée du Sud, c'est un endroit où la poterie, la porcelaine a pris de l'essor extraordinaire. Donc c'est plutôt dans ces esprits à l'étranger, que ce soit à Athènes, que ce soit en Allemagne, à Düsseldorf, quel que soit. Mais nous, ça veut dire que nous pouvons voyager et sur cette île, nous pouvons faire des propositions. Et en fait, à ce moment-là, ce sont tes pères qui décident de ce que tu es, ce que tu veux et pourquoi tu peux être avec eux. Hein? Parce que c'est pas, on ne travaille pas pour ça. Parce que premièrement, je ne savais pas que j'avais de la famille en Corée du Sud, quoi. Et puis, j'ai reçu un courrier, on m'a dit, voilà, tu as été coopté. Et quand j'arrive en Corée du Sud, la première réunion, c'était à Athènes, et on me dit, la marraine, voilà votre marraine. Parce qu'il fallait une marraine et un parrain. Et la marraine, c'est Setsuko. Setsuko, c'est une japonaise. Setsuko, c'est une dame extraordinaire que quand j'étais étudiant, je n'osais même pas regarder quand elle venait voir les expositions de mon maître potier, Yves Moïse, à la borne. C'est là que c'est ce truc-là qui est important. Qui vous donne cet accès à l'international et Ah à oui. ces rencontres incroyables que vous avez Ah fait oui, en tout au long de principe. votre Même à ce parcours. moment-là, j'aurais dû être au Portugal. C'est ça. C'est l'Assemblée générale, et c'est au Portugal à ce moment. Oui. Moi, je ne sais pas. Et puis, bon, tu as dit pour Pompidou, Pour Pompidou, etc. oui. Absolument. Alors, si on revient sur votre enfance, je sais qu'elle a été marquante dans votre construction, aussi bien personnelle que symbolique. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, notamment le rapport à la mer, le rapport, votre père était pêcheur et il vous a enseigné beaucoup de valeurs qui ont été déterminantes dans votre construction. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, en fait, la mer, c'est. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon père était pêcheur, c'est vrai,
Et malheureusement, on l'a perdu, j'avais 9 ans. Mais il nous avait toujours enseigné de l'importance de la mer. Et enseigné aussi le non-gaspillage. Tu prenais la mer ce dont tu avais besoin. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on était et on sortait de l'école à 11 h, petit, quand on arrivait, on entrait dans la cuisine et on voyait que je suis édifié à tout fouet, pas ni rien édifié. Donc il fallait se débrouiller et trouver que quoi manger pour reporter à l'école à 1h30. Parce que comme on n'avait pas de père, on était un peu éparpillé, un peu partout. Ouais. Et là, c'est là qu'avant, pour être honnête, c'est que ce sont mes grands frères qui m'ont initié petit à petit. Donc papa avait déjà initié les grands frères. Et donc, on savait où il y avait des pieuvres. On savait où on pouvait prendre des murènes. On savait comment on pouvait prendre une orphie à la surface de l'eau, etc. Vous avez appris ça. Donc, quand vous avez pris 200 grammes, 300 grammes de poisson, vous arrêtez, vous entrez, vous mangez et vous repartez. Vous comprenez? Il n'y a pas de gaspillage. C'est ça. Malheureusement, c'est dans l'état que c'est. Mais on connaissait toute la côte du Maroc, depuis Pensuc de Charpentier jusqu'à amassé à l'embouchure de la rivière du Loing. En fait, il vous a appris à vous débrouiller, et à être très créatif et à vous débrouiller avec rien, enfin en tout cas pas grand-chose pour pouvoir, très peu, pour pouvoir vivre. Oui, mais je pense que même ça compte. C'est-à-dire que, je pense, après cours, après des analyses, la gymnastique de l'esprit a commencé là. Parce qu'il faut tous les jours créer pour survivre. Non, il faut savoir que je suis né en 1938. Et donc, je vis en colonie. C'est en 1946 qu'on est département. Et on est des contre-coups de l'amiral Robert. Rien n'arrive au Marigot. Donc, tous les jours, il faut survivre. Et donc, tous les jours, il faut survivre sans aller mendier. Et parce qu'il te faut mettre au vin. Et donc, on est obligé d'inventer des manières de survivre. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. Ça a vraiment aiguisé votre créativité, la curiosité. Votre curiosité. D'ailleurs, vous dites, il m'a appris à pêcher, en parlant de votre père, il m'a appris à pêcher, à me débrouiller dans un contexte pas facile où on manquait de tout. Et vous me disiez aussi, la mer est une réserve. Il ne faut prendre que ce dont on a besoin. Et c'est des valeurs qui ont été très fortes et qui vous ont structuré, en fait. Et on trouve ça dans mes créations. Vous verrez que les créations sont des formes très simples, très pures. Il faut les étudier avec très peu de couleurs, beaucoup de choses. Et on peut, avec très peu de choses, arriver à dire des choses. Mais quand même, il faut avoir cette formation de base de la physico-chimie. Oui, on va y venir tout à l'heure. Mais justement, c'est à ce moment-là où il vous faut être très créatif. Et comme justement, il n'y a rien, vous m'expliquez que c'est à travers les jeux que vous devez inventer, que vous devez créer. Et vous découvrez, sans le savoir, la céramique, puisque vous êtes amené à créer vous-même vos petites billes de terre. Oui, ça c'est le propos tenu par mes camarades d'enfance. Mais c'est important parce que quelque part, c'est là où vous avez découvert, que ça commence, sans le savoir. Oui, sans le savoir. Parce que ce qui se passait, c'est qu'on était dans la mer et à l'embouchure de la rivière, il y avait des crabes. Toujours beaucoup de crabes à l'époque. Et il y avait beaucoup d'eau, et il y avait beaucoup d'herbes. Et les crabes se nourrissaient de ces herbes. Le problème, c'est que le crabe, tous les jours, nettoie son habitat. Tous les jours. Il renvoie tout ce qu'il y a au fond sur le rebord. Et quand il envoyait de l'argile. De l'argile, puisque c'est la boue, soi-disant la boue, mais c'est de l'argile. Mais qui était bleue. Qui était bleue par rapport à la pourriture, par rapport aux plantes que les crabes mangeaient. Et les camarades me disaient, tu prenais ça, nous on se baignait, mais toi, tu faisais des billes que tu envoyais dans le feu. Et on ne sait pas comment tu faisais, mais en plus tu faisais, et ça partait dans tous les sens, mais au moins 50%, je récupère au moins 50%. Et ceux qui me disent, c'est compris, mais ils me disent, mais le problème c'est que tu faisais déjà du commerce parce que nous les vendais. Oui. Mais vous m'expliquez aussi qu'avec ces billes que vous récupériez, vous les laviez dans la mer. Et donc, du coup, ça les consolidait avec des paillettes. Non, on ne savait pas. C'est après, il y a en physico-chimie. C'est-à-dire que quand j'avais les billes, après, j'allais à la mer, puis je les foutais pour que ça soit bien rond, bien tout comme ça.
Et apparaissaient à la surface, une fois séchées, des paillettes de mica. Je ne savais pas que c'était des paillettes de mica. C'est après j'ai appris ça de la composition de l'argile, et qui me faisait une protection sous la vigne. Et quand c'était beaucoup plus beau, bien sûr, je ne les vendais pas. Je gardais pour moi. Et je revendais les autres. Mais comme les autres étaient mal fonctionnés ou fabriqués, et dès que je tapais dessus, le truc se cassait. Et me disait, pourquoi les trucs de Victor tiennent comme ça? Et donc à cette époque-là, tout petit, vous faisiez de la céramique sans le savoir. J'avais à peine 7 ans. Et vos billes étaient plus solides que les autres. Voilà. Et donc c'est là où vous avez découvert... Et c'est là que l'argile, le truc d'argile, et puis c'est après, bon, on va en parler, et c'est après sur l'habitation, je rencontre le Père Pinchon. Alors c'est ça, j'allais vous dites justement, vous accompagnez le Père Pinchon dans ses recherches à l'habitation du Haumont où vous étiez, et c'est là où vous rentrez et vous découvrez quelque part des fouilles archéologiques, et c'est une rencontre qui est déterminante aussi pour votre goût pour l'amérindien. Ah, c'est terrible. C'est quand parce que et vous aviez quel âge à cette époque? 9 ans. Voilà, 9 ans. Après la mort de mon père, j'ai été élevé sur l'habitation du Haumont avec François Le Rénal. Et donc, moi, je connaissais l'habitation par cœur. Et quand Pinchon venait, à ce moment-là, je l'accompagnais dans les différents lieux, comme la Marie, et Massé, amené à l'adoration, etc. Parce qu'il n'y avait pas de chemin, il y avait tout, mais je connaissais. Oui. Et c'est là, pour la première fois, j'ai vu quelqu'un fouiller dans la terre martiniquaise et sortir des tessons d'argile. Et c'est là que je dis, Père, vous cherchez de l'or? Il m'a dit, non, c'est de la terre rouge. Et avec ça, tu peux faire ta vie. Tu peux devenir riche si tu veux, si tu continues à faire ça. Et je pense que là, à 9-10 ans, il a déjà mis ça dans ma tête, cette affaire d'argile, que je n'ai jamais arrêté. Et c'est peut-être à 14 ans que l'instituteur, M. Théosier, me dit, je t'inscris à l'école pour passer le concours à l'école des arts appliqués. Mes parents étaient à Fort-de-France, personne ne savait. Et il me dit, tu vas là. Et quand j'arrive, il y a 4 sections dans cette école des arts appliqués: bijouterie d'art, menuiserie d'art, couture et céramique. Alors, vous passez dans toutes les disciplines et, bien sûr, on me dit, tu vas en céramique, toi. Toujours l'argile, et je n'ai jamais arrêté. Il avait déjà détecté votre talent sur la céramique. Je sais, c'est très curieux, quand même. Des Alors, cette école à Fort-de-France, où vous passez 4 ans, a été déterminante. Très important. Très important. Avec des rencontres incroyables, qui vous permettent de... Et c'était des gens de très bonne volonté. Ce n'étaient pas des gens qui étaient sous des piédestals, le professeur, tout comme ça. Tu veux apprendre? Je sais faire ça. Est-ce que tu veux faire comme moi? C'était ça. Monsieur Alexandre Bertrand, Madame Julie Lonfaux, Madame Charles Dard, Madame Nina Delaïde qui faisait de la reliure, Monsieur le bijoutier, enfin bon, et Monsieur Louzé, Madame Badjan. Ce sont des gens très très simples. Et vous avez les cours classiques, Monsieur Renard qui nous faisait des maths au bassin Radeau. Oui, c'était une époque... Et Madame Césaire, Suzanne aussi, qui faisait des cours. Moi, je n'ai pas eu comme professeur, mais qui a enseigné à l'époque. Et alors ensuite, vous avez eu la possibilité de poursuivre vos études à Paris, en faisant l'école des arts appliqués de Paris. Non, des métiers d'art. Ah, des métiers d'art, pardon. L'école des métiers d'art. Des métiers d'art à Paris. Vous y rentrez sur dossier, avec brio, et vous en sortez major de votre promotion. Oui. Mais c'est anecdotiquement, enfin, j'ai eu beaucoup de chance. Chance, mais la chance, c'est pas suffisant. Je travaillais beaucoup, mais quand je suis arrivé, je suis entré, je n'ai pas passé le concours parce que mon dossier était très très bon, qui a été forgé par un architecte, un professeur en Martinique. Ils m'ont refait le dossier avec moi et quand je suis arrivé, je suis entré en céramique. Le problème, c'est que je suis entré, il y avait 18 étudiants en première année. On était 18, garçons, filles. Et on passe le diplôme à partir de la 3e année, 3e et 4e année, en 2 parties. Mais quand on est arrivé en 3e année, on n'était que 3. Ah oui. Tous les autres, c'est disparu. En plus, vous avez arrêté. Ils ne pouvaient pas suivre. Ouais. Et donc, on était 3. Et en 3e année, Michel Chevigné, qui est un petit Corrigien, a échoué. Et je me suis retrouvé avec Michel Chevigné, Michel Quincé, qui est de Montrouge. Et on était 2 en 4e année. Et mon ami Michel Quincé, qui est de Montrouge, très bon copain,
qui vit à Paris toujours, on se voit souvent, eh bien Michel, il n'a jamais fait de céramique dans sa vie. Il a fait beaucoup de sérigraphie, c'est un très grand sérigraphe. Il n'a jamais dit comment tu passes ton temps avec la boue dans ta main, tout le temps à faire des choses. Tu penses bien, moi, je ne vais pas faire ça. Et lui, c'était le seul à avoir fait le parcours avec moi, sur les 18. Hein? Et c'était une école extraordinaire, des profs merveilleux. Alors après cette époque, vous faites beaucoup de stages, en Europe notamment, et vous revenez en Martinique en 1967. Exact. Et là, vous êtes très engagé dans votre carrière artistique, qui a très bien marché aussi avec le développement du tourisme, notamment l'arrivée des Américains et des Canadiens sur le territoire, à qui votre travail plaisait particulièrement. Oui, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en 67, quand je suis revenu, bien sûr, je n'avais pas. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer une chance. C'est un jour, monsieur le secteur Lucien, il m'appelle et me dit, tu as un poste au lycée Schellcher, est-ce que tu peux assurer ça? Parce que le professeur qui est là ne peut plus. Et donc, et que je me retrouve à enseigner au lycée Schellcher. Bon, je rentre comme ça à l'éducation nationale parce que je n'avais pas de travail. J'avais déjà fait créé une entreprise à l'Ansmitan. Malheureusement, après 2-3 mois, ça n'avait pas fonctionné, on ne m'avait pas donné d'aide. Bref. Donc j'ai laissé, et puis je dis je vais faire. Et je me suis retrouvé, donc je suis entré dans l'éducation nationale, mais ça ne m'intéressait pas très, très bien. Et à un moment donné, j'ai arrêté l'éducation nationale et j'ai créé une entreprise avec Fontaine, Hubert Fontaine, qui était chimiste, parce que j'avais besoin d'un chimiste. Et moi, j'ai une formation de physico-chimiste, mais j'avais besoin de chimistes pour travailler l'argile, parce que notre argile n'est pas de très bonne qualité. Je suis obligé de faire de l'argile de Limoges. Et je me sers de la BGC, je suis obligé de travailler pour créer une argile particulière. Donc, on a créé, j'avais 5 ouvriers à l'époque, et on a travaillé pendant 8 ans. Alors, vous nous avez amené des œuvres sur le plateau, vous avez fait une composition, une installation unique pour nous. Est-ce que vous pouvez nous les commenter? Et notamment le travail sur le trait, qui est très caractéristique aujourd'hui de votre travail et qui réunit peut-être toutes les influences qui ont traversé votre parcours. Et le trait, ça symbolise ma mère. Ça, dans toutes mes créations, c'est toujours hommage à mon père et à ma mère. Les peintures que je fais, c'est sur des voiles de gommier. Parce que mon père était pêcheur, et ma mère, les traits, parce que quand mon père est mort, elle était travaillée sur les habitations, et c'est dans les traits qu'elle portait des autos de canne pour planter. Et le trait, ça m'a toujours fasciné. Et je me suis dit un jour, il va falloir que je travaille sur le trait, que je fasse quelque chose de le trait. Le problème, c'est que le trait est arrivé. Peut-être les historiens ne seront pas d'accord avec moi, ce n'est pas un problème. Moi, je suis artiste, je dois au rêve. Tu comprends? On ne me dit pas. Bon, j'invente, j'imagine. Et le trait est arrivé avec l'Inde. Quand l'Inde est arrivée, après l'abolition, ils ont le bon Dieu coulis, et dans le bon Dieu coulis, ils servaient des repas à Siva Wakali, au moment de la cérémonie. Des dames tournaient 3 fois autour du temple et servaient le repas végétarien à Siva Wakali. Et ce trait-là est sacré. C'est un objet sacré. Oui. Les Indiens n'ont jamais été d'accord de la façon dont on se servait le trait. Mais on ne savait pas qu'ils avaient. Et quand ils ont découvert, eh bien, on les a agrandis démesurément. Parce que le trait fait 45 par 45, le petit trait qui sert le repas. Donc on l'a agrandi sur 80, après 1,20 m, et ça servait pour charler et les marchands. Et le trait a fait tout le parcours avec nous jusqu'à aujourd'hui. Boîte Sebi, les marchandes qui vendent là-dedans, les marchandes de bonbons devant le cinéma, les lavandières qui vont à la rivière avec le trait. Mais avant de on a repassé le linge, avant de mettre dans l'armoire, eh bien, on repasse, c'est dans le trait. Mais à travers ce trait, vous avez quand même créé votre propre langage. Là, j'ai dit que ça va être mon support de création. Je dis, si les marchands vendent leurs bonbons dans le trait, je vais vendre ma production plastique dans le trait. Mais je ne vais pas mettre mon trait à l'horizontale. Je vais mettre à la verticale pour qu'il y ait un dialogue entre le public et la production. Donc, quand on regarde bien le trait, il y a le trait qui nous appelle l'Inde, mais au fond, il y a un tissu, le tissu africain. Qu'on ne voit pas, mais il faut aller de près. Il y a un tissu africain avec des dessins. Vous savez qu'un tissu africain, il y a des signes, il y a des couleurs. Ce n'est pas innocent, ce n'est pas n'importe quoi. La dame qui est enceinte, qui va dans son vaudou, etc., a un tissu, etc. Donc, ce tissu-là c'est un appel à l'Afrique. C'est une ouverture sur le monde. Ça s'ouvre comme un appareil photo, qui s'ouvre, et on rentre dans un monde peur.
une fois que j'ai fait ça, au fond, je reviens sur les signes africains avec des signes amérindiens. Notre culture, quoi. Avec les signes amérindiens, je cannibalise les signes africains et ça me permet de créer d'autres signes. Et je crée à ce moment-là, pop, cosmogonie, mon truc, j'ai des besoins pour créer. J'ai besoin de l'énergie. Parce que nous, ce que nous sommes là, on n'a pas nous. Donc il faut créer cette énergie. Une fois créée, à ce moment, je reviens dessus avec des adornos qui rappellent l'histoire des Amérindiens. Donc on ne va pas développer chaque petite amitié. Et après, une fois que c'est fait, entre les trucs, il y a des petites perles. C'est tout ce qui a servi à la relation que Édouard dit, ils ont dit, politique de la relation, c'est-à-dire, je te donne des perles, tu me donnes de l'or, etc. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour la relation, ça a commencé comme ça. Et c'est au moment du choc des deux mondes. Voilà. Et à ce moment-là, il y a ça, et après je reviens avec du bleu et de l'or. Oui, le bleu, mais l'or, c'est l'Eldorado qu'ils n'ont pas trouvé. C'est pour me moquer de toi, l'Eldorado, Christophe Colomb s'est trompé, on sait ça. Mais l'or, c'est ça. Et puis le bleu, c'est le bleu de la traversée déjà. Hein, la traversée, c'est le bleu que nous connaissons. La misère blé, fouillapin blé, tout ça, tout le rapport que nous avons avec le bleu ici. Les coups contre la nuit, que le matin, quand on arrive, on dit, moi, tu n'as pas un blé. Donc, on m'a touché moins. Avec toi, tu as un tas de trucs autour du bleu, c'est pas pour plaire. C'est simplement qu'un symbolique. Et après, il sort de Michael Taylor, j'ai mon truc, et je laisse les gens voyager un petit peu. C'est ça, parce que c'est très, très complet dans votre univers. Oui, c'est très, très important. On va écouter maintenant Dominique Berthet, un critique d'art qui a beaucoup travaillé sur votre parcours, votre travail, et qui va nous parler de vos œuvres. Victor Anisset est peintre et céramiste. Il est passionné depuis l'enfance d'archéologie amérindienne, qu'il découvre grâce à un prêtre, le père Pinchon, initiateur de l'archéologie en Martinique. Cette passion ne va jamais le quitter et va nourrir sa création, tant du point de vue graphique que du point de vue de ses céramiques. Victor Anisset s'est formé d'abord en Martinique, puis en Europe, et il est l'un des plus célèbres céramistes de la région, ayant atteint une renommée internationale. Je prends comme exemple sa participation en 2021 à la Biennale de Sao Paulo, où il exposait 34 œuvres, qui ensuite ont fait l'objet d'une exposition itinérante au Brésil. Ces céramiques, dont il maîtrise parfaitement le travail d'émaillage, évoquent en général la Martinique et son histoire au travers de l'héritage amérindien, avec ses figurines précisément amérindiennes en terre cuite nommées adornos. Également, il évoque la traite négrière avec une série d'œuvres intitulées Les Caravelles. Et puis, il évoque l'éruption de la montagne Pelée. On pourrait également évoquer cette référence à la vie quotidienne lorsqu'il réalise sa série des bonbons Chouval, en référence aux biscuits en forme de cheval vendus en Martinique. Et pour ce qui est de son travail graphique, il peint des signes directement hérités de la culture amérindienne, signes qu'il agrandit démesurément, qu'il répète, qu'il combine et qui investissent ainsi tout l'espace de la toile. Je vais m'attarder précisément sur une série qu'il entreprend en 1997, auquel il donne le titre générique de « Restitution ». Ce sont des œuvres ayant comme support un trait, c'est-à-dire une sorte de plateau avec des rebords de chaque côté, qui initialement était un objet sacré hindou avant de devenir au fil du temps un objet usuel. À l'intérieur du trait, il recouvre le panneau de tissu africain
sur lesquels il organise et colle les fameux adornos, ces figures amérindiennes. Et pour Victor Anisset, ces objets, ces adornos, donc, symbolisent les dieux. On trouve aussi parfois, toujours sur les traits ou dans les traits, la présence de perles et de miroirs qui évoquent le commerce des Amérindiens avec les premiers Européens. L'ensemble est recouvert souvent d'une peinture bleue, rehaussée d'un graphisme couleur or, et le bleu est une couleur extrêmement importante, puisqu'elle est le symbole de l'océan, et donc, qui dit océan, eh bien, cela parle de la tragédie, de la traversée, cela parle des souffrances subies, mais la couleur bleue aussi permet de chasser les mauvais esprits. Ces réalisations composites rassemblent donc, d'un point de vue métaphorique, dans un même espace, les composantes de la société créole pour former un tout, l'œuvre. Elles associent donc ces réalisations, en effet, les Amériques, l'Afrique, l'Europe, l'Inde, comme autant expression artistique de la relation, une notion théorisée par Édouard Glissant, dont Victor Anisset était l'ami. Alors, on vient d'écouter Dominique qui a parlé de votre travail. Vous le connaissez depuis Ah oui, depuis longtemps. très longtemps, depuis son arrivée ici, à l'école normale, tout ça. Parce que moi, je travaillais avec Mme Biget au début, et j'ai terminé avec Pago, parce que j'étais au conseil d'administration de l'UFM. Donc, j'ai toujours suivi, et je donnais des cours bénévolement, le mercredi après-midi, aux instituteurs, des fois, etc. Bon, enfin, donc on se connaît. C'est ça. Mais écoutez, Victor, cette émission s'achève. Déjà, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas eu le temps de parler. Il faudra qu'on fasse une deuxième émission. On n'a pas pu parler de la caravelle, des bonbons Chouval, et surtout de votre engagement pour l'enseignement et pour la transmission. Je sais que c'est quelque chose qui est très important pour vous. Très, très bien. On refera une deuxième émission pour parler de ces aspects-là. C'est très important, Oui. les enfants. Il faut recommencer à la maternelle. Oui. On a arrêté, mais il faut recommencer avec les enfants depuis 5 ans. C'est ce que vous vous appliquez à faire. Ah oui. Mais c'est pas éternel, hein. Il faut que les jeunes prennent la relève. Oui. Mais il faut le faire, il faut faire ce travail-là. Hein. Oui. C'est parce que j'ai fait une dernière expérience avec les enfants à l'école Béoran. Ils m'ont étonné, ces enfants de 5 ans, leur production. Donc il faut faire. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher parce que quand on a fait ça comme ça jusqu'à la fin, quand ils arrivent en 6e, il faut les prendre en main. Il ne faut pas leur raconter des histoires, il faut les amener au musée, il faut les amener à des expositions, il faut leur parler là, il faut leur passer des films sur l'art, etc. Nous, on n'a pas eu ça et il faut ça. On en a besoin, c'est un besoin. Oui. La société, on ne peut pas se passer de l'art. D'ailleurs, c'est la beauté qui sauve le monde. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. C'est ça seulement. C'est l'art. La beauté et l'esthétique. L'esthétique. Sauver le monde. Tout à fait. Merci Victor. Merci beaucoup aussi, on a passé mon petit mot. Pour je suis désolé, hein, je parle trop. Non, mais on refera une deuxième émission pour parler de la suite du travail qui est aussi très intéressant. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, d'avoir écouté Victor Anisset. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission Jamais trop d'art pour découvrir un nouvel artiste. À bientôt.